Pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière sur le cas de Capucine, je reçois aujourd'hui Joël Verbruch qui va nous parler de tout l'aspect juridique autour du vol de photos. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et je vais maintenant faire une incantation qui va faire venir Joël Verbruch de l'autre bout de la France, de Biarritz, juste à Lyon. Joël Verbruch, Joël Verbruch, Joël Verbruch. Ah, tiens. Bah, Bonjour. c'est dingue la magie quoi. C'est incroyable. T'es pas à l'autre bout de la France toi normalement? Normalement, oui. Et du coup t'es à Lyon aujourd'hui. Bah oui, t'as besoin de moi. Donc c'est parfait. J'ai juste à faire ça et Joël arrive quoi, c'est cool. La classe. Ça marche bon. pas avec tout le monde, hein. Je dis tout de suite. Tu es là aujourd'hui pour l'épisode de la semaine dernière Voilà. avec Capucine, avec Ouais. l'affaire de Capucine. Donc, on va dire que dans mes rêves les plus fous, tu pouvais répondre à cette question en Non. 2 minutes. Non, parce que t'es pas juriste, c'est pas possible. Les juristes compliquent tout. Je me dis que c'est comme la photo, ça prend en 2 minutes. Non. Je vous invite vraiment à avoir regardé l'épisode de la semaine dernière pour pouvoir suivre cet épisode-ci. C'est l'histoire du coup de Capucine qui a participé à une action des Femen, qui a du coup pris des photos. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour en gros avoir ses crédits, normalement être rémunérée. Enfin, on a préparé des questions. Dis-moi. Moi. Est-ce qu'un photographe garde ses droits d'auteur sur une photo lorsque c'est un événement qui s'est déroulé devant lui comme ça? Bah, en fait, on va appliquer exactement les mêmes règles que celles qu'on applique en général, c'est-à-dire que le photographe va devoir prouver plusieurs choses, dans l'ordre, pour être logique. D'abord qu'il est bien le titulaire des photos, enfin qu'il est l'auteur des photos. D'accord? Alors ça, techniquement, il y a vraiment une manière très simple de le prouver, gardez tous vos RAW. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent encore à effacer leur RAW, d'abord photographiquement parlant, c'est débile. Oui, puis regarde Hein? pas F1.4 quoi. Voilà, et en plus, et puis surtout, en termes de droit, ça peut vraiment être une aide importante. Parce que le jour qu'on arrive avec toute une série, même s'il n'y a qu'une seule photo qui a été volée, le jour où on arrive avec toute la série, ça devient difficile de dire qu'on n'y était pas et que c'est pas nous l'auteur. Donc par pitié, et puis même s'il y en a qui sont vraiment très mauvaises, jetez-en quelques-unes, mais gardez au moins assez pour avoir l'environnement de la saisie, de l'événement. Ça c'est important. J'ai vu le cas récemment de quelqu'un qui avait envoyé le RAW pour dire qu'il était propriétaire de la photo et que l'autre disait bah oui mais maintenant j'ai le RAW donc je suis Oui voilà, propriétaire alors il y a aussi. ça, et il y a aussi le fait que parfois, souvent on recadre un peu, on redresse, machin, mais en gardant le RAW, on peut dire au juge, ça m'est déjà arrivé dans un dossier, ok, mon client s'est fait voler cette photo-là, c'était une carré en plus. Est-ce que monsieur qui dit que c'est à lui est capable de me dire ce qu'il y avait au-delà de ce cadrage-là? Il n'a pas tiré en carré. Moi je suis arrivée avec l'euro, je dis voilà la photo comment elle était. C'est magique. Après, il y a la fameuse question de l'originalité. Si tu lis un peu mon blog, et pour ceux qui le lisent, on connaît. C'est une condition qui n'est pas inscrite dans le code de la propriété intellectuelle, mais c'est une condition que tous les magistrats appliquent. Donc on doit démontrer que la photo est originale. Et là, en fait, le seul juge de ça, ce qu'a de dire, c'est le magistrat. D'accord. Et donc c'est une appréciation qui est très subjective, c'est ça un peu le danger de la chose. Et on l'a vu dans plein d'autres domaines, mais en matière d'événements d'actualité, j'ai une qui a donné lieu à pas mal de débats, où là, l'originalité en tant que telle n'a pas été abordée, parce qu'ils ont assigné aux USA. L'essentiel du débat, c'est axé surtout sur le fait de savoir si une photo publiée sur les réseaux sociaux devenait la propriété de tout le monde ou pas. D'accord. Il a gagné, il a obtenu une condamnation assez importante d'ailleurs, ce qui a permis de dire d'ailleurs que le seul fait qu'on diffuse une photo sur un réseau social ne suffit pas à ce que les organes de presse, heureusement, s'en emparent. Mais si la même procédure se passe en France, il faudra quand même démontrer l'originalité. Est-ce que tu peux juste répondre à une question en quelques mots? Ouais. Diffuser une photo sur Facebook, la photo n'appartient pas à Facebook. Non, la photo n'appartient pas à Facebook. Voilà, vous avez votre réponse, arrêtez de m'embêter avec ça. Du coup, le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est un cas dans lequel on a considéré qu'un événement d'actualité, une séquence vidéo qui avait été tournée, alors c'était un journaliste qui était à la place passager d'un véhicule, et juste à ce moment-là, il se trouve face à un cheval de la garde nationale qui avait échappé à sa cavalière et qui courait comme un débridé dans Paris. Et donc il a commencé à filmer, et la séquence, il l'a vendue aux Parisiens, qu'il a mis sur son site. Et après ça, il a retrouvé la séquence sur le site d'un autre média, il a assigné en contrefaçon, mais il a perdu, parce qu'on a considéré, alors qu'il disait qu'il avait mis en valeur le cadrage, la luminosité, etc., le tribunal a considéré qu'il n'y avait absolument pas d'originalité, parce qu'il s'était juste contenté de filmer ce qui se passait devant ses yeux, et il n'avait aucune maîtrise ni sur l'événement, ni clairement sur le cadrage, parce qu'il faisait ce qu'il pouvait pour suivre le cheval. Et donc c'est pour dire qu'un événement d'actualité, le magistrat garde vraiment un pouvoir d'appréciation pour voir si réellement, malgré cet événement, le photographe a eu le choix de ses cadrages, de sa lumière, de la composition, éventuellement du post-traitement, etc. Et donc si on filme un événement d'actualité et qu'on veut revendiquer un droit, il faut vraiment pouvoir démontrer ça, parce que c'est au photographe à le démontrer, ça c'est la jurisprudence constante. Si en plus la personne n'est pas photographe, c'est mort du coup.
Non, parce qu'il ne faut pas être nécessairement photographe de profession pour avoir des droits, mais par contre, en effet, si elle n'a pas l'habitude de cadrer et puis, ou de post-traiter et qu'elle envoie toutes les photos comme ça brutes, ça va être beaucoup plus difficile, ça c'est clair. S'il n'y a pas au moins un travail après de mise en scène ou de cadrage ou de post-traitement, ça devient très difficile. Il faut pouvoir démontrer qu'on a vraiment imprimé sa touche personnelle à la photo. Voilà, en fait, pour avoir ces droits, on est obligé de se démontrer en tant qu'artiste. Pas artiste, mais en tout cas d'avoir créé quelque chose. Donc il ne faut pas nécessairement que ce soit une série artistique au sens où on l'entend parfois, mais il faut que le photographe puisse démontrer avoir imprimé sa touche personnelle à la photo. Après, la troisième chose que va devoir démontrer le photographe, s'il parvient à démontrer l'originalité, non, enfin, ce qui va arriver, c'est que la partie adverse, donc on va dire l'organe de presse qui a récupéré la photo, peut invoquer ce qu'on appelle l'exception d'information. Enfin, d'actualité. C'est-à-dire que le journal ou le magazine ou la chaîne de télévision va dire attendez, c'est un événement d'actualité. Et il existe en effet dans le code de la propriété intellectuelle un article L122, je ne sais plus combien, qui dit que pour certains événements d'actualité, on a le droit de récupérer un visuel ou une œuvre du moment que ça illustre cet événement. Alors il y a des conditions évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord que la photo en question n'ait pas elle-même été prise pour témoigner de l'actualité. Pour être pratique, ça veut dire que si un reporter est envoyé par une agence ou un journal, les autres journaux, les autres agences ne peuvent pas récupérer sa photo en disant c'est de l'actualité, on récupère, sinon ça n'a plus de sens. D'accord ? Ça c'est une chose. Il faut aussi qu'on indique le nom du photographe sur la photo. Et il faut troisièmement que ce soit en rapport direct avec l'actualité et que ce soit nécessaire. Alors là j'ai un exemple aussi, une affaire dont je m'étais occupée d'ailleurs. C'est un photographe qui avait pris des photos pour une agence de location de yachts et de yachts de luxe, avait été prendre des photos du yacht de Bernard Tapie. Et un jour il voit dans un documentaire qui est diffusé sur France Télévisions, il voit 12 de ces photos en plein écran à une heure de grande écoute pour illustrer un reportage qui s'appelait Les enfants terribles de la République. Évidemment le nom n'était pas mis, de 1. Et de 2, tous les bords ils avaient flouté un peu les bords, début, enfin, c'était horrible en plus, ils avaient reflouté un peu les bords, et donc on a attaqué pour les 12 photos. On a démontré pour chaque photo, comme il fallait le faire, l'originalité, d'accord ? France Télévisions invoquait le fait que non, c'était en plein débat d'actualité, parce qu'on était au niveau d'un moment, enfin un moment où l'affaire Tapie rebondissait, etc. Et bien on a invoqué de un, nous, qu'il n'y avait pas le nom du photographe sur la photo, donc déjà l'exception d'actualité, ils ne pouvaient pas l'invoquer parce que nous on n'avait pas été mis. Et puis deuxièmement, que l'utilisation de la photo n'était pas proportionnelle aux besoins d'actualité, puisqu'ils auraient pu se contenter d'en mettre une, ils en avaient mis 12, qui n'étaient pas choisies au hasard, c'était à part une qui était un peu plus banale, où on voyait, c'était une photo vue d'hélico, on voyait un autre hélico qui déposait quelqu'un sur le pont hélico du yacht, mais à part ça, c'était toutes des photos d'intérieur qui étaient bien construites et tout. Et donc on a démontré chaque fois qu'il y avait une mise en scène, qu'il y avait tout qui avait été fait. Et donc l'originalité a été accueillie, il n'y avait pas le nom du photographe, et en plus 12 photos, ils étaient considérés que c'était bien trop important comme utilisation et qu'on n'était plus dans la stricte illustration d'un fait d'actualité. Et donc là, elle a gagné pour les 12. D'accord. Donc une fois qu'on a démontré l'originalité et le fait qu'on est l'auteur, une fois qu'on a écarté l'exception d'actualité, il faut encore démontrer le préjudice. James parlait des barèmes UPP, c'est évidemment une très bonne base, c'est toujours là-dessus que moi je me base quand je fais mes décomptes dans les mises en demeure, mais ce n'est qu'une base, c'est-à-dire que le barème il sert à démontrer combien on aurait pu éventuellement demander si on avait négocié calmement les droits d'utilisation, mais il existe aussi dans le code une disposition qui dit que l'indemnisation en cas de contrefaçon ne peut jamais être inférieure à ce qui aurait été librement négocié. C'est-à-dire qu'à contrario, on va dire que le magistrat doit forcément donner plus. Alors, tous les magistrats ne l'ont pas en tête, hein, je te dis tout de suite, parce que normalement le code dit aussi qu'il faut que ce soit proportionnel aux utilisations, au format, à la durée, etc. Il y a beaucoup de magistrats, ça j'en reparlerai aussi dans sur un autre support, il y a beaucoup de magistrats qui voient arriver des décomptes super précis et qui calent 2000 € à la louche comme ça. D'accord. Voilà, on doit lever comme on dit. Voilà, donc ça reste encore un problème, mais le barème est une super base, mais ce n'est pas suffisant. Il faut parfois démontrer qu'il y a une notoriété du photographe qui fait que la photo, il aurait pu la vendre plus cher, qu'il a l'habitude de vendre plus cher, etc. Si on revient à la photo de Capucine, la photo des Femen, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Alors, il y a la solution théorique et idéale, c'est déjà d'essayer
de bien délimiter les droits au moment où elle a eu les premiers échanges avec elle. Mais elle avait expliqué dans l'épisode que ça s'était fait dans l'urgence, qu'elle avait été contactée au dernier moment. Donc c'est vrai que c'est super facile comme juriste de dire attendez, ça va pas, vous n'avez pas fait de contrat. On sait bien qu'en pratique, c'est pas toujours possible de faire un contrat. Maintenant, ce qui peut être utile peut-être pour certains, surtout si c'est des journalistes comme ça ou des gens qui ont l'habitude d'intervenir dans l'urgence, c'est d'avoir un mail type. Ça c'est un truc que je conseille souvent aux gens. D'avoir un mail type qui dit ok, vous m'avez contacté pour un truc urgent, je vous rappelle que si j'interviens c'est dans telles conditions, comme ça le photographe il n'a pas à se préoccuper de ce point là, il prend son mail type, il le cale et il remplit les 3 champs qu'il a laissés libres. D'accord. Ok, alors c'est facile à dire mais en même temps ça peut déjà peut-être au moins attirer l'attention de l'interlocuteur sur le fait que le gars il connaît ses droits et qu'il va peut-être pas tout admettre sans limite quoi. Maintenant bon, ça reste une solution empirique quoi, voilà. C'est pas facile. Après dans cette histoire, c'est pas forcément, c'est pas la faute des Femen, c'est Capucine qui au début ne savait pas trop si elle voulait mettre son nom ou pas. Aussi, donc c'est un cas encore un peu plus particulier puisque elle a bien raconté que dès qu'elle a voulu mettre son nom dessus, les Femen ont directement directement crédité. Donc dans ce cas-là, en effet, c'est particulier. Et maintenant, toi, ta demande d'intervention, c'était aussi qu'est-ce qui se passe quand un événement d'actualité fait que notre photo se diffuse partout. Et en général, à part justement ce cas précis ou d'autres qui pouvaient être plus délicats, en général, le photographe, il a envie, évidemment, que son nom soit mis et il a envie qu'on le reconnaisse. Et de ce fait-là, il a tout intérêt à au moins communiquer sur ce point dès le début. Mais c'est vrai que là, c'était un peu particulier, quoi. Est-ce qu'on peut déjà considérer ces photos comme une commande? Puisque du coup, ce sont les Femen qui ont demandé... À mon sens, oui, parce que pour une commande, il ne faut pas nécessairement un contrat, un mail suffit. D'accord. Donc là, il n'y a pas de problème, et le fait que ce soit une commande, ça ne change rien au droit d'auteur. D'accord. Certains ont essayé de le faire admettre, dans la jurisprudence, en général, ça n'a pas marché. On dit clairement que le fait que ce soit des photos de commande n'enlève pas la possibilité d'être protégé. Ce qui pourrait l'enlever, c'est si la commande, alors là je parle plutôt de photos, si le packshot ou mode ou comme ça, si la commande est à ce point précise que le photographe n'a plus aucune marge de manœuvre et qui fait juste technicien, là c'est au niveau de l'originalité que ça coince. D'accord. Mais le seul fait que ce soit une commande, ça pose pas de problème. D'accord. Donc là ça ne change rien à ce que tu as dit avant. Ouais. Ok. Alors, à un moment, Capucine dit qu'elle est prise dans le feu de l'action et tout ça, et qu'elle, d'ailleurs elle le dit de façon un peu drôle, puisque du coup ça l'a empêché de refaire des photos après, elle shoot en rafale. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Alors en droit ça devrait pas. Et en pratique, on s'aperçoit, alors pas tellement pour les journalistes, mais plutôt pour ceux qui font, les photojournalistes qui font de la photo sportive, qu'il y a de plus en plus de décisions qui refusent de reconnaître l'originalité de certaines photos sportives sous prétexte que c'est des photos qui sont issues de rafales, alors même que le photographe il les a pas toutes publiées. Il en publie certaines ou une ou deux qui éventuellement il recadre, mais malgré ça, on commence à avoir de plus en plus de juridictions qui, à la demande de l'autre partie, qui demande de produire tous les RAW et qui transmet ça à un expert pour voir quel est l'intervalle entre les deux photos. Enfin, le photographe s'exécute par son avocat et puis après il donne un expert qui ouvre les RAW, qui voit qu'il y a un dixième de seconde entre chaque photo sur une série de 10. Bah oui, c'est une rafale. Et sous ce prétexte-là, de plus en plus de magistrats rejettent l'originalité. Et donc, on pourrait imaginer que dans un cas comme ça, ce soit pareil. Le fait que ce soit en rafale peut en effet poser des problèmes parce que même si on n'en envoie qu'une seule, en tout cas ça a été le cas dans certaines décisions en photo sportive, les magistrats demandent à voir le reste et du fait que c'est une photo qui est issue d'une rafale, refusent de dire que c'est original en disant vous n'avez pas choisi le cadrage, c'est une action banale d'un match de foot ou comme ça. Donc le conseil que j'ai à ce niveau-là, c'est pitié, post-traitez vos photos. Moi je fais beaucoup de photos sportives et je fais aussi beaucoup de rafales. J'en garde une, je vais la mettre en carré, je vais changer un peu les couleurs, Voilà, bon après j'ai l'avantage de ne pas être photojournaliste, moi c'est plutôt de la photo artistique que je fais, donc c'est plus facile. Le photojournaliste est évidemment plus bridé pour transformer ses photos et puis surtout il doit aller plus vite. L'empreinte du photographe, tu peux l'appliquer soit au moment de la prise de vue, soit au moment du post-traitement, soit les deux. Donc si en effet tu récupères une photo d'une vidéo qui reste en bonne qualité, tu peux très bien post-traiter ça comme tu le ferais pour une photo et après démontrer qu'entre la photo de base et ta photo telle que toi tu as voulu la diffuser, tu as travaillé dessus quoi. Et en principe, le magistrat n'a pas à juger de la qualité artistique de la photo, il n'est pas là pour ça. Mais il est là pour dire si toi, tu as travaillé dessus. D'accord. Capucine disait qu'elle a été aussi contactée par des agences de presse pour pouvoir utiliser ses photos. Est-ce que ça change quelque chose dans ses droits, vu qu'elle a dit OK? Non, les agences de presse savent très bien qu'elles devaient la contacter. D'accord. Alors, toujours pour autant qu'elles puissent démontrer l'originalité, mais pour une fois que justement des agences de presse avaient joué le jeu,
J'imagine qu'on a dû lui dire est-ce qu'on peut la diffuser et puis pour vous remercier on mettra vos noms dessus, votre nom dessus. C'est pas un remerciement, hein, c'est une obligation légale, d'accord? Donc c'est gentil, c'est souvent présenté comme ça, dans tous les milieux photographiques d'ailleurs, enfin pour tous les types de photos. Promis, on vous créditera, ça vous fera de la pub, oui. C'est dans la photo de concert. Voilà, c'est juste une obligation légale. Pas, on utilisera on mettra votre nom, ça vous fera une super pub. Voilà. Ouais. C'est juste une obligation légale et c'est un droit qui est incessible, imprescriptible, donc ça s'appelle le droit à la paternité, c'est une obligation. Alors donc le fait qu'elle ait été contactée c'est bien, ça ne change pas ses chances d'avoir gain de cause si elle la signe en contrefaçon. C'est pas parce qu'une agence la contacte que nécessairement le juge va dire ah ben forcément, comme l'agence vous a contacté, c'est forcément que c'est une œuvre d'art, donc en avant ce serait malheureusement trop facile. Et le fait qu'elle ait dit ok pour une diffusion sans rémunération, ça change rien. Ça change rien. Elle peut décider à qui elle donne la gratuité et ça n'autorise pas les autres à se servir gratuitement sans son autorisation. C'est elle qui décide à qui elle veut donner et c'est elle qui décide dans quelles conditions. C'est pas parce qu'elle donne la gratuité à une agence parce qu'on lui dit et que ça la satisfait à ce moment-là, c'est son droit, que son nom sera marqué dessus. C'est pas parce qu'elle accorde ça à une agence qu'elle doit forcément dire oui à une autre agence. Maintenant, en termes de contrefaçon, si elle arrive à démontrer l'originalité, elle va gagner. Le problème, ça va être au niveau du préjudice. Parce qu'on va lui dire, attendez, c'est très bien, ok, vous êtes l'auteur de cette photo, ok, on a violé votre nom, votre droit à la paternité parce qu'on n'a pas mis de nom, le cas échéant. Maintenant, il est où votre préjudice puisqu'ailleurs vous l'avez donné gratuitement. Donc elle va gagner une étape, mais elle ne va pas tout gagner. En bout de course, son action, si elle avait dû faire une action, on lui aurait coûté plus cher que ça, beaucoup autre chose, parce qu'elle n'aurait pas pu démontrer le préjudice. Et qu'au moment de dire combien vous avez perdu là-dessus, l'adversaire aurait dit mais vous n'avez rien perdu parce qu'ailleurs vous l'avez donné gratuitement. Donc voilà, vous n'avez pas de préjudice. En fait, c'est un euro symbolique et puis voilà. Il faut être au clair dès le début avec ce qu'on veut. Voilà, il faut être cohérent, on va dire. Donc à la fin de l'interview, Capucine évoque le fait que sa photo, elle l'a vue reprise sur internet ou sur d'autres, ou sur des supports des médias. Parodiées, que ce soit avec des dessins, que ce soit des photos modifiées. Elle parle d'une photo où quelqu'un a remis un t-shirt sur la Femen pour cacher tout, parce que on n'a pas le droit de montrer. Est-ce que ça ouvre du coup un préjudice à cette modification? En fait, toujours dans l'hypothèse où elle est parvenue à démontrer en amont l'originalité, elle peut à ce moment-là dire que ça lui cause un préjudice moral, parce que dans les droits moraux du photographe, de tout artiste, figure un droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas l'œuvre sans ton accord. Alors pour une photo, le plus souvent, c'est un recadrage, la désaturation partielle tout d'un coup, alors t'as pas donné ton accord, etc. Je crois que là, j'y vais... Quand je prendrais même pas un avocat, je prendrais directement tueur à gage. Oui, d'accord, là je fais pas de pédale. Elle peut invoquer à ce moment-là une violation de son droit à l'intégrité de l'œuvre, au respect de l'intégrité de l'œuvre, parce que soit la photo a été utilisée dans un contexte qui ne correspond pas à son idéologie à elle, juste si on ne trafique pas la photo mais qu'on la reprend pour illustrer autre chose, soit parce que précisément on l'a trafiquée et on l'a modifiée. Donc toujours si elle est parvenue à démontrer l'originalité, il y aura un préjudice supplémentaire de ce fait-là. Et bien du coup, juste pour récapituler le tout, est-ce qu'en 3 phrases, tu peux dire ce que... En 3 phrases, prouver la qualité d'auteur, prouver l'originalité de la photo, prouver le préjudice, essayer d'écarter l'exception d'actualité, et après, prier pour que le juge soit de bonne composition. Mais en amont, surtout, essayer de se blinder en faisant un mail type ou au moins en introduisant quelques notions de droit dans les premiers échanges, même quand c'est urgent, et puis par écrit, parce que ce qu'on dit par téléphone, c'est bien, mais... Et puis par écrit en dehors de l'ordinateur, dans un PDF qui est classé ailleurs. Parce que le jour où il y a un litige, c'est pas forcément avant le crash de l'ordinateur. Donc faites vos sauvegardes. Cliquez ici pour sauvegarder l'épisode sur les sauvegardes. T'auras pas eu. Toi non plus, t'as placé ton blog au moins 5-6 fois. Ah bah attends, faut que je vive de quelque chose aussi. C'est ça. Et ben merci Joël. Bah de rien. Est-ce que si je dis Joël 3 fois, tu vas repartir? Bah essaye. Joël Verbruge, Joël Verbruge, Joël Verbruge. Bon, maintenant que Joël est parti, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas vous faire voler de photos. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez également cliquer ici pour recevoir un big épisode gratuit, une formation sur Photoshop. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.